Quel est le point commun à tous les entrepreneurs? Le premier et le plus fondamental, c'est que l'entrepreneuriat, ça commence toujours par un bon produit. C'est jamais l'inverse. Ça commence toujours par une expérience produit exceptionnelle. Et donc, ça veut dire un certain nombre de choses sur le fondateur. La première chose, c'est qu'il faut apprendre ce qu'est un bon produit dans votre secteur. Vous ne pouvez pas, si vous rentrez dans un secteur, ne pas avoir un goût pour les choses bien faites et les choses obsessives. D'ailleurs, de ce point de vue-là, si vous êtes du genre plutôt brouillon, plutôt facilement content de vous-même par rapport à ce que vous faites, plutôt laxiste par rapport à ce que vous considérez être bien ou pas mal, si vous n'avez pas ce sentiment fondamental que ce que vous faites n'est jamais à la hauteur et qu'il faut faire plus et plus fort et plus vite, vous avez un problème. Vous avez un problème et il faut le traiter très vite parce qu'il faut absolument que la première chose mentale que vous fassiez, c'est de mettre la barre plus haut. Alors, je l'ai répété dans tous les sens, j'ai essayé de vous montrer tous les cas. C'est lié à la croissance, je vous ai parlé de la croissance. Pourquoi il y a de la croissance? Parce qu'il y a un wow effect. Pourquoi il y a un wow effect? Parce que le produit est incroyable. Et faire un produit incroyable, ça veut dire aussi avoir un sens du détail et ça veut aussi dire avoir un sens du détail important et non important. Parce qu'il est là le plus gros problème mental. C'est que certaines personnes pensent que faire un produit incroyable, c'est le faire en une fois. C'est passer des mois et des mois et des mois et des mois le plus loin possible de tout feedback, parce que c'est vachement protecteur, et d'attendre la dernière minute pour se taper le feedback. Et ça, ou encore pire, aller chercher du feedback de légitimité. Les entrepreneurs ne cherchent pas de feedback de légitimité, ils cherchent du feedback marché. Qu'est-ce que j'appelle un feedback de légitimité? Notamment, c'est me demander mon avis. Typique. Petite pique gratuite. Mais pensez-y. Imaginez, je vous dis, c'est génial ce que vous faites. Et puis après, vous faites faillite. Ça veut juste dire que je me suis trompé. Si je vous dis, c'est génial ce que vous faites, et après vous réussissez, ça veut juste dire que j'ai eu de la chance. Et je vous le dis très honnêtement, la vérité, c'est que les phénomènes de marché sont tellement imprédictibles. C'est tellement compliqué. Par exemple, récemment, je regardais Secret dans tous les sens. J'ai ouvert cette app, je l'ai regardé, je l'ai utilisé, j'ai posté des secrets dessus, j'ai regardé ce que mes amis mettaient. Et je suis incapable d'expliquer pourquoi ce truc marche. Je n'arrive pas à comprendre. C'est parce qu'elle est hyper bien designée, mais il y a des milliers d'apps hyper bien designées. Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Pourquoi tout le monde s'est lancé dans le marché du gossip et personne n'a décollé? Pourquoi eux, chaque détail fait que tous les jours, ils réussissent? C'est incompréhensible. Si vous vous mettez face à Secret il y a un an et on vous dit ce truc-là est en train de devenir le nouveau Twitter, vous dites ha ha ha, mort de rire. Et puis quoi encore? Et puis un an plus tard, effectivement, c'est le nouveau Twitter. Il s'est passé quoi dans cet un an? Il s'est passé énormément d'itérations et énormément d'itérations tellement fines que c'est même pas possible en fait de l'extérieur avec un œil non expert de les voir. Pourquoi le bouton à droite? Par exemple, ils racontent un truc qui est délirant, c'est qu'ils ont explosé leur engagement en faisant un cœur qui bat plutôt qu'un cœur statique. C'est-à-dire que dans Secret, maintenant, au moment où vous passez sur un secret, le cœur pour le like il bat. Et donc le taux d'engagement et le taux de like, etc. entre les gens a explosé. Mais vous avez vu de quel niveau de détail on parle? Vous imaginez un court coup d'état? Alors les gars, si vous voulez faire un bouton like, vaut mieux qu'il batte. Et alors maintenant, jouons au jeu. Lancez votre app et faites un cœur qui bat et regardez si l'engagement explose. Je vous parie tout ce que vous voulez qu'il y a au moins une chance sur deux que ça n'ait aucun impact. Pourquoi? Parce que c'est le mystère, j'ai envie de dire, c'est le mystère de l'univers. C'est ce qui fait que tous ces phénomènes-là sont incompréhensibles. Donc face à ça, vous avez juste un choix, c'est travailler dur. Et c'est travailler dur sur la bonne chose. Donc faire un bon produit, ça veut dire le lancer vite, ça veut dire le lancer bien, et ça veut aussi dire que l'une des meilleures façons de s'obliger à avoir de la meilleure qualité tous les jours, c'est aussi de vivre la frustration et les critiques de l'extérieur. Secret, ils ont reçu des milliers de messages d'insultes. Et d'ailleurs, autant c'est dur de prédire une boîte avant qu'elle se lance, autant j'ai remarqué quelque chose. Et ça va peut-être vous étonner.
Mais plus une boîte reçoit lors de son lancement un backlash utilisateur intense, et plus elle va être successful. Parce que qu'est-ce qui signifie ce backlash? C'est délirant parce que c'est des gens qui sortent de nulle part, qui arrivent sur votre landing, vous ne savez pas pourquoi, ils se disent pour la première fois de ma vie, je vais écrire un email à un type pour lui dire que l'app, elle n'est pas à la hauteur. Le jour du lancement, Bunker, ils ont reçu 900 emails d'insultes. 900. Vous imaginez, vous êtes derrière votre ordinateur et toute la journée, il y a des types qui vous disent « Ah ouais, mais là, le truc, il ne fait pas ça. » Puis là, putain, mais les gars, il y en a même un qui leur a dit « Les gars, achetez-vous un ingénieur. » J'étais là, ça veut dire quoi, achetez-vous un ingénieur? Enfin, et c'était trop drôle. D'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que les 50 premiers, ils étaient en panique. Les 200 emails d'après, ils étaient énervés. Puis après, ils étaient bon, bah, on les prend un par un, on les traite. et d'ailleurs, au passage, la première version de Bunker a pris 1 an à être mis au point. Une putain d'année. Pour un truc où il n'y a même pas de copier-coller, il n'y a même pas de template, il n'y a pas de présentation dynamique, c'est pas du temps réel, et il n'y a pas de collaboration. C'est à se demander ce que les mecs croyaient, quoi. Enfin, 1 an, il a fallu pour ça. Entre la première version et la deuxième version de Bunker, c'est passé combien de temps? 3 mois. Et il y a 10 fois plus de features que dans la première version. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés de travailler 8 heures par jour à 19 heures par jour. Et pourquoi ils sont passés de travailler 8 heures par jour à 19 heures par jour? Parce que la pression de l'extérieur était trop forte. Il y avait une sorte de panique essentielle en mode mais pourquoi personne nous aime? Et en plus, tout ça, c'était mélangé à des messages d'amour un peu publics, du genre, ouais, le jour où ce sera... Il y a même un type, alors si un jour ça vous arrive, vous pouvez vous dire que vous êtes vraiment sur quelque chose, qui a acheté 5 ans de Bunker d'avance. 5 ans. Il a payé pour 5 ans. Et il leur a dit, je ne vais pas l'utiliser, envoyez-moi des emails tous les mois que je regarde à quoi ça ressemble, mais je me suis dit que vous étiez vraiment en galère d'argent pour que le produit soit aussi mauvais. Mais bravo les gars, continuez. Non, mais vous imaginez le niveau de commitment du mec? Il y a un mec qui vient vous voir qui dit « Écoutez, franchement, moi je rêverais que ce que vous dites marche. Bon, bah, ça marche pas. Bon. Mais je peux comprendre, alors je vais vous donner du pognon. Comme ça, au moins, je vais vous montrer à quel point je suis important. 5 ans. C'est pas le type. Et je ne vous parle pas de tous les types. C'était invraisemblable. Il y a même un investisseur qui, pendant la levée de fonds, m'a appelé en me disant « C'est pas vrai, mais vous mentez sur vos chiffres. » Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Les mecs, tu regardes le produit, ils t'expliquent qu'il n'y a pas de copier-coller, qu'il n'y a rien qui marche, que tout ça. » Et ils disent il y a 2000 personnes qui payent par an. Il dit nous, on a des boîtes, elles ont des produits, ils sont finis, ils sont impeccables, ils n'arrivent pas à avoir une personne qui paye. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait, c'est tout simplement parce que la vocation produit était là. Et que les gens, pour une raison inconnue, alors peut-être qu'ils se trompent, peut-être qu'on s'est tous collectivement trompés sur cette équipe, mais les gens ont ce sentiment que ce produit, cette vision produit, ils la prennent vraiment à cœur et que c'est vraiment l'incarnation de leur vie. Quand ils racontent leur histoire, ouais, on était en agence, on en avait marre. Blablabla. En fait, c'est pas que du storytelling. Vous savez, les plus beaux storytelling sont les vrais storytelling. Les plus beaux storytelling, c'est quand des gens viennent vous dire la vérité et que la vérité est incroyable et qu'elle est engageante et que tout ça. Et dans ces cas-là, ça produit des phénomènes incroyables et ça peut produire des phénomènes comme ça. Donc, la première chose, c'est apprenez à tomber amoureux de votre produit. Et si vous n'êtes pas amoureux de votre produit, vous avez un problème. Et quand je dis amoureux de votre produit, ça veut dire que c'est comme dans l'amour. C'est-à-dire que s'il n'est pas prêt, vous êtes frustré, vous êtes hypersensible aux détails et vous surréagissez à des choses qui ne sont pas importantes. Parce que finalement, c'est aussi ça, être amoureux. Récemment, j'étais avec un fondateur de The Family. On est en train de faire une très très grosse levée. Donc c'est un produit, d'ailleurs, je vous encourage tous à télécharger, qui s'appelle Toc Toc Toc. Et je suis en train de prendre un verre avec le type au Publicis Drugstore. Et alors, Toc Toc Toc, il a une sorte d'obsession sur la qualité de service. Et le type lui sert à boire. Et je vois le type dans sa chaise, comme ça, qui commence à faire ça. Et alors là, je me dis, oula, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit un truc à la con, qu'est-ce qui se passe? Et il y a son cofondateur à côté qui commence à décaler la chaise, comme ça. Et le serveur revient une 3e fois. Alors le type se plante sur notre commande, n'amène pas le bon truc, fait quelque chose de différent,
revient, après il ne s'excuse pas. Et en plus, on n'était même pas encore servi. Et là, le type, erreur fatale, il arrive et demande à encaisser parce que c'est la fin de son service, mais on n'était même pas servi. Et là, le type se lève et commence à hurler dans le truc et à prendre le mec et le prendre comme ça, lui dire, écoute, tu vois, quand on fait un service, d'abord on sourit parce que quand même c'est important, je ne suis pas venu pour avoir ta sale gueule. Et il a commencé à servir le truc et à prendre le truc et prendre la manager. Et il y a un fusible qui a sauté pendant 15 minutes et après il s'est réassis. Et après il me dit, j'étais un peu trop loin là, non? Et vous voyez, c'est dans ce genre de moment que vous voyez les gens pour qui ce qu'ils sont en train de faire, c'est plus que quelque chose. C'est carrément leur vie. Ils en sont arrivés à un tel niveau d'incarnation. Et alors, quand vous lui posez la question, est-ce qu'il y a un an, parce que moi, c'est ça qui m'a intéressé, est-ce qu'il y a un an, quand on était dans un bar et que le service était merdique, ça te faisait péter un câble? Il m'a dit non, je n'avais jamais remarqué. Et il est là l'élément important. L'élément important, c'est que quand on vous raconte ce genre d'histoire, vous croyez que les mecs sont nés comme ça. Vous croyez qu'il y a un type dans le berceau, quand le biberon était de travers, et il bousillait sa mère, quoi. Et il est resté comme ça, comme un petit dictateur toute sa vie, en se disant, moi, la qualité de service. Mais si c'était le cas, il serait devenu concierge dans un hôtel. Il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait dans sa vie, parce qu'il a fait plein de trucs où il n'y avait pas de qualité de service. Mais là, avec Toc Toc Toc, depuis le premier jour, il s'est dit, ce qui est important, c'est la qualité de service. Et donc, il a commencé à apprendre. D'ailleurs, vous savez ce qu'il a été faire? Il a été parler aux clés d'or, les concierges dans les hôtels. Il leur a dit, comment vous formez un concierge? Puis, il a fait le travail d'un concierge pendant une journée pour voir ce que c'était de bien servir les gens. Puis après, il a été faire les premières livraisons lui-même. Il a vu ce qui était dur. Il a vu que la plupart des sacs de livraison n'étaient pas confortables. Il a été jusqu'à Beyrouth, alors qu'il n'est pas libanais. Il faut avoir du courage pour aller jusqu'à Beyrouth quand on n'est pas libanais. Il a été jusqu'à Beyrouth, gratuit ça, pour trouver un sac qui était parfait par rapport à la température gardée, etc. Et ce qui fait qu'un an plus tard, évidemment que ça l'a transformé. Et évidemment qu'un truc qui avant, il était au Publicis Drugstore, il y avait que des cons, ça ne le touchait pas. Et aujourd'hui, il a l'impression que c'est la fin du monde, en fait. Parce qu'il n'est plus que l'incarnation de ce qu'il fait au quotidien. Et donc, n'oubliez pas que votre quotidien vous transforme. Si les gens n'étaient pas capables de changer, il n'y a rien que de ce qui existe dans ce monde qui existerait. C'est à la fois une aventure personnelle et une aventure d'entreprise. Et il n'y a pas de distance entre les deux. Et le produit, c'est votre phare. Le produit, c'est ce qui vous guide au loin. C'est ce qui vous dit, tiens, c'est vers là que je veux tendre. Et plus vous mettez le phare haut, et plus vous sauterez haut et vous avancerez vite. Tu dois préférer l'amour de groupe à l'amour solitaire. C'est que tu ne devrais pas être amoureux de ce que tu fais si tu es le seul à être amoureux. Et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est que tu dois pas être amoureux du produit en soi. Tu dois être amoureux du fait que tous les jours, plus de gens reconnaissent ce produit et le font. Et tu dois être amoureux du fait que quand quelqu'un utilise le produit et qu'il n'est pas satisfait, ça doit te toucher au cœur. Parce qu'il n'a pas réussi à tomber amoureux de ce que tu offrais aux autres. Là, ça devient tendu comme image, on va arrêter. donc on arrête la métaphore. Mais c'est ça le sujet. Et d'ailleurs, au passage, tous ces gens qui sont tellement obsédés par leurs produits qu'ils ne pivotent jamais, en fait, ils ont juste une caractéristique, c'est qu'ils se contentent tout simplement de faire quelque chose qui n'intéresse personne. Et donc, ils ne pointent pas le sujet au bon endroit. La deuxième chose, il y a un corollaire aux produits d'exception, c'est les équipes d'exception. Et alors ça, c'est la chose la plus dure à faire, c'est de vous dire, dans mon entreprise, toute personne que je fais rentrer est meilleure que moi. Et être obsédé par les talents et le niveau du talent, quoi que ça coûte, c'est quelque chose de très très important. D'ailleurs, moi j'ai un test tout simple pour voir le rapport que les gens ont au talent, c'est de voir comment les gens payent les gens et combien de temps ils mettent à les payer. C'est vraiment incroyable ça. Pourquoi? Parce que si vous êtes facile dans vos négociations, ça veut dire que vous êtes facile à reconnaître la valeur des autres. Si vous êtes très dur dans vos négociations et que vous chipotez des détails, vous cherchez des systèmes complexes parce que vous avez peur que les gens ne délivrent pas ce que vous avez demandé, ça veut tout simplement dire
que vous n'avez pas confiance en votre capacité à reconnaître dans autrui du talent. Savoir recruter, c'est la clé numéro 1. Vous savez comment on apprend à recruter? En faisant plein de mauvais recrutements. C'est la seule façon. Parce qu'à force de faire des mauvais recrutements, bah vous voyez pourquoi telle personne a mené à tel cata. Alors après, pareil, il y a des gens, ils mettent 10 ans à apprendre. Alors par exemple, là, je peux vous dire un truc, si j'ai eu un défaut pendant longtemps, c'est que j'étais incapable de recruter correctement. J'étais tellement obsédé par voir le meilleur en chacun d'entre nous que le pire évident ne m'apparaissait même pas. Que les gens devaient se dire, mais il est cinglé ce type, il ne voit pas qu'il est complètement fou. Et je pouvais travailler avec des gens complètement insupportables, imbuvables, complètement dingues. Et moi, ça m'allait très bien parce que la seule chose que je voyais, c'était leur qualité. Et puis, un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème dans ce raisonnement. C'est qu'en fait, j'étais pas seul dans l'équipe. Et que mon espèce d'écocentrisme naturel m'avait porté à penser qu'une entreprise, c'était un centre avec plein de faisceaux. Et que donc les gens insupportables n'étaient pas graves parce que moi je les supportais. Mais le problème, c'était pas ça. Le problème, c'est que les gens insupportables ne sont pas juste insupportables pour vous. Ils sont insupportables pour les autres. Et les autres dans le faisceau, ils ne les supportent pas. Et donc ce qui aurait dû être une organisation où tout le monde trouvait sa place vis-à-vis de moi, devient une organisation où personne ne trouve sa place vis-à-vis des autres. Et c'est comme ça que j'ai fini avec énormément de catastrophes de recrutement. Donc, le souci, c'est que le recrutement, ce n'est pas simplement un rapport de vous à la personne qui travaille. Et ça, c'est un shift qui est compliqué à faire. C'est qu'à chaque fois que vous faites rentrer quelqu'un, vous devez faire rentrer quelqu'un qui est bon pour la cohésion de l'ensemble du groupe. Et ça, il faut faire attention parce qu'il y a un corollaire à ça. C'est qu'il y a des gens qui, la stabilité du groupe, c'est surtout ne jamais faire rentrer quelqu'un de meilleur qu'eux. Sinon, ils se sentent inconfortables et pas à l'aise. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à sortir tout le monde en même temps. Parce que l'un des critères principaux pour bien recruter, c'est si vous arrivez à reconnaître des gens qui, en face de vous, ont le même souci pour la boîte que vous-même. Et s'ils ont le même souci pour la boîte que vous-même, alors leur personne ne compte pas. Ils seront hyper fiers et hyper contents de travailler avec quelqu'un de meilleur qu'eux. Et d'ailleurs, toutes les petites jalousies, toutes les petites histoires, toutes les petites politiques qui se créent, vous devez les maîtriser d'une seule façon, par la terreur. Parce que vous ne pouvez pas laisser ce genre de choses s'installer. Les susceptibilités ne comptent pas. Par exemple, Fanny de My Little Paris dit qu'à My Little Paris, les gens démissionnent très vite après avoir été embauchés. Parce que c'est un environnement où tout le monde dit à tout le monde que ce qu'il fait, c'est de la merde. Et pourquoi? Parce que c'est une culture qu'ils ont instaurée et qu'ils ont développé de brutal feedback with smile. Mais même with smile, il y a des gens qui le prennent mal et ils partent. Et elle dit, c'est génial parce que il y a des gens, ils arrivent, ils ne sont pas habitués. Alors au début, ils se vexent une fois, deux fois. Puis la 13e fois, comme ils voient que, ça n'a ni touché leur job, ni la satisfaction qu'on avait d'eux, et au contraire, en fait, ils pouvaient faire eux-mêmes la même chose, bah, ils se libèrent. Puis il y a les autres qui partent. Si vous voulez une incarnation simple et efficace de pourquoi vous prendre la tronche avec la culture, c'est tout simplement parce que vous prendre la tronche avec la culture, c'est avoir un guide dans le recrutement beaucoup plus simple que la compétence. La compétence, ça n'existe pas. C'est une invention, c'est une norme. Ça ne veut rien dire d'être compétent. Si on se met autour d'une table et qu'on commence à jouer, qu'est-ce que ça veut dire d'être compétent? C'est comme le sexe des anges. On va pouvoir débattre 2000 ans et pendant ce temps-là, votre boîte va mourir. Par contre, il y a des choses réelles qui existent. C'est est-ce que vous partagez la même philosophie de vie? Est-ce que vous avez les mêmes ambitions pour la boîte? Est-ce que vous êtes drivé par la bonne chose? Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est simplement de trouver un travail ou de faire quelque chose de votre vie? Vous savez, nous, on reçoit des centaines d'emails de candidatures et à chaque fois, je me dis, mais c'est tellement malheureux, j'aimerais tellement tous leur répondre pour leur donner une leçon. Il y a des gens, ils vous écrivent des emails en disant... alors déjà, ils vous écrivent un email et puis ils ne savent pas qu'ils parlent à vous, en fait. Donc, parce qu'ils l'ont envoyé à des centaines de gens. Et ils vous disent des trucs du genre votre société est leader dans son industrie et ce serait un plaisir pour moi d'aller travailler pour elle. Et là, tu te dis, mais mon pauvre, tu ne vas jamais y arriver, quoi. Tu ne peux pas être drivé comme ça en disant peu importe. Il y a un type un jour, très drôle. D'ailleurs, lui, je l'ai reçu parce qu'il m'a vraiment...
il a mis dans première phrase, il a dit voilà, je suis tellement désespéré, je suis prêt à prendre n'importe quoi, c'est pour ça que je vous contacte aujourd'hui. Et alors là, tu te dis oh là là, mon pauvre. Je crois vraiment que c'est ce que j'ai envie d'entendre. Et alors, à l'inverse, faites très attention à l'extrême inverse de ça. Qui est les types qui sont tellement bons à savoir ce que vous avez envie d'entendre que c'est des tueurs en entretien. Il y a des gens, c'est des job interviewer professionals. Les types, ils savent faire qu'un truc dans leur vie, c'est impressionner les gens en entretien. Ils se renseignent, ils font une enquête sur vous, ils découvrent. C'est comme les gens qui me citent. Alors ça c'est un truc. Les gens qui me citent, il n'y a rien qui m'énerve de plus au monde. Et qui sont là en mode, dans les interviews, à dire « Ouais, nanana. » Je dis « Ouais, super. » Et tu crois que je ne vais pas m'en rendre compte? Parce qu'en fait, ce genre de flatterie, moi, me rend... Moi, ce que j'aime, c'est les gens en entretien qui viennent me dire ouais, « T'as dit une connerie dans ta vidéo, t'es complètement con. » Ah ouais. Ça c'est plutôt mon mental. Mais je préfère les gens qui viennent me challenger, les gens qui sont en mode « Ah !» J'ai envie de les étrangler, quoi. Surtout quand ils veulent travailler ici. Et pourquoi? Parce que c'est la culture qui m'obsède. Je vous l'ai dit, par exemple, moi, ma culture, c'est l'Excelsior. J'ai envie de faire mieux chaque jour. Et de ce point de vue-là, et en plus, c'est très troublant parce que les seules remarques qui me font changer sont les remarques qui me vexent. Je ne change jamais sur quelque chose qui ne me vexe pas. Alors c'est assez troublant, parce que les gens se disent « Ah, il m'a vexé, ça y est, il ne va rien faire ». Et à chaque fois que je suis vexé, vous pouvez savoir que c'est là où je change profondément. Jamais je ne change si je ne me vexe pas. Et d'ailleurs, les gens pensent que j'ai une bonne réception au feedback, parce qu'ils se disent « Ah, je lui ai fait un feedback, il a souri et il a ce machin ». C'est parce qu'en fait, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Dans 99% des cas, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ouais, c'est cool. Merci, c'est entendu. En fait, la vérité, c'est que quand je me vexe, c'est que vous avez touché quelque chose. Et c'est pour ça que je n'en veux jamais aux gens de me vexer, au contraire. Parce qu'après, le lendemain, je change et je fais semblant que j'ai toujours été comme ça. Ça, c'est autre chose très important. ne jamais regarder le passé et ne jamais croire que le passé compte. Donc, soyez obsédés par le talent et chaque fois, vous pouvez raccrocher à quelque chose qui est comment je peux mieux employer. Je dois mieux communiquer parce que j'ai besoin de mieux employer. Je dois avoir une bonne vision de ma boîte parce que c'est ce qui va faire que les meilleurs employés vont venir. Je dois avoir une excellente culture parce que c'est ce qui va me permettre de jouer le rôle d'anticorps. D'ailleurs, la meilleure image que vous pouvez vous donner à la culture d'entreprise, c'est le rôle d'anticorps. Pourquoi je déteste les coworking space? Et pourquoi je pense qu'aucune start-up du monde ne devrait aller dans un coworking space? C'est tout simplement parce que dans un coworking space, une culture de coworking se crée. Et donc, ce n'est plus la culture de votre start-up qui se crée, c'est la culture ambiante du groupe. Et c'est forcément une moyenne et c'est forcément de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que si vous voulez créer une culture, la première chose, c'est de vous isoler. Pourquoi vous pensez qu'on a mis un logo qui ressemble à une secte à l'entrée? Vous imaginez le nombre de gens qui arrivent et font ah, The Family, ils sont fermés. Mais tant mieux. Parce que si vous pensez vraiment si vous pensez dans votre tête qu'on peut juger quelqu'un sur un détail pareil, c'est tout simplement que vous n'êtes pas suffisamment tolérant pour nous et très bien, faites demi-tour. On ne veut même pas connaître votre existence. Et il y a des gens qui sont dans des paniques, qui se disent « Mais tu te rends compte, il y a des gens qui disent ça sur toi. » Et je dis « Ouais, je sais, c'est trop classe d'être un gourou. » Et point barre. Parce que je sais que tous les gens qui nous connaissent savent très bien qu'on ne l'est pas. Et c'est la seule chose qui me compte. Donc, soyez obsédés par les vraies choses qui comptent et le reste ne compte pas. Plus vous aurez de succès, plus vous serez critiqué. Ne soyez jamais sensible à la critique. Jamais. Il faut vraiment vous apprendre à vous immuniser de ça. N'ayez pas peur. La peur, c'est ce qui fait que les gens font des choses qui ne comptent pas. C'est le pire sentiment. Regardez, comment il s'appelle? Planet Earth. Regardez ce Planet Earth. C'est génial. C'est un film incroyable parce qu'il est complètement pourri. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Mais il y a une seule phrase qui est incroyable dedans. Il y a une seule phrase incroyable dedans, c'est la peur n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. Le danger, lui, est réel. Et c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez avoir peur de rater, c'est pas ce qui fera que vous ratez. Ce qui fera que vous ratez, c'est que vous avez mal évalué le danger. Le danger, lui, est réel. Le risque, lui, est réel. La peur, c'est simplement quelque chose qui va vous bloquer. Donc, mettez-vous dans des situations où... Et pareil,
bon, je vais vous raconter un truc très personnel. La première fois que j'ai été à découvert de ma vie, j'ai paniqué. Je viens d'une famille où ils sont tous un peu traumatisés sur l'argent, ils n'ont jamais eu de dette, ils ont toujours vécu très simplement. Et le découvert dans ma famille, c'est le truc... vous avez l'humanité, la sous-humanité, et puis vous avez les gens à découvert. Mais vraiment, c'est une espèce de psychopathe. Première fois de ma vie où j'ai reçu une lettre d'une banque parce que j'étais à découvert, je ne vous dis pas la panique dans laquelle j'étais. Et j'ai eu une chance incroyable, c'est que la première fois de ma vie où j'étais à découvert, je ne pouvais pas rembourser mon découvert. Et vous n'imaginez même pas à quel point c'est une chance. Vous savez pourquoi? Parce que résultat, je suis passé par toutes les étapes du découvert. Toutes les lettres, tous les trucs. Et quand je suis arrivé à la fin et que j'ai vu qu'en fait, 1, j'étais toujours en bonne santé, que 2, il n'y avait personne qui était venu chez moi pour me mettre en prison, que 3, je pouvais continuer à voyager librement, et que 4, il y avait une sorte d'étape après l'huissier qui était la négociation et que vous remboursiez même pas l'ensemble de votre dette parce que c'était comme ça, et qu'une fois que les mecs avaient vu que vous pouviez sincèrement pas rembourser, vous aviez une preuve. Puis j'ai même découvert qu'il y avait un article du Code civil qui disait que toute dette qui ne peut pas être remboursée dans les 24 mois de vos revenus, retenez-la celle-là, article 1041 du Code civil, toute dette qui ne peut pas être remboursée dans les 24 mois par vos revenus sur les 24 prochains mois doit être négociée et réduite pour être ramenée à vos 24 prochains mois de revenus. Vous imaginez? C'est incroyable. Il y a des types qui ont vachement bien pensé le monde. Ils se sont dit, il ne faut jamais mettre quelqu'un dans une position d'avoir une créance supérieure à ses 24 prochains mois, sinon c'est le mettre dans une situation où il ne pourra jamais sortir de sa situation. Il y a une seule exception, c'est les condamnations pénales. Parce que ce n'est pas une dette, une condamnation pénale. Tu ne dois pas de l'argent à quelqu'un. C'est la société qui te force à faire quelque chose. C'est très différent. Mais donc, oui, Kerviel, oui. 4 milliards 9, là, ça c'est du découvert. Il ne vous reste plus qu'à rencontrer le pape à ce niveau-là. Ça c'est sûr. Le type a vachement bien compris, quoi. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer par là? Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que, en fait, d'être passé par toutes ces étapes, eh ben, ça m'a rendu super fort sur ce genre de stress. Et ma vie a très très bien été. Mon premier découvert, moi, c'était pas 300 balles. Si c'était plus que 24 mois, vous comprenez ce que c'était mon premier découvert. Si vous êtes obsédé par votre produit, si vous êtes obsédé par votre équipe, vous êtes obsédé par quelque chose qui est la conséquence de ces deux choses-là, qui est votre communication et votre vision. Travaillez la façon dont vous vous présentez, travaillez la façon dont vous vous exprimez par rapport à ce que vous faites. C'est la meilleure service que vous pouvez faire à votre boîte. Et alors là, attention, la pire façon de préparer un pitch, travailler sur votre communication et travailler sur votre pitch, la pire façon de faire ça, c'est de le faire dans une chambre ou de le faire dans un fauteuil, comme disent les Américains. Il y a une seule façon de travailler son pitch, c'est de le faire et le plus en public possible. Et c'est comme ça que vous développez un bon pitch par rapport à ce que vous faites. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir une preuve de ça, c'est regarder, je suis retombé avant-hier sur une interview que Alice et moi on a donnée au tout début de The Family. Et alors, bonjour le pitch de The Family, quoi. Alors, The Family est un monstre à 2 têtes. Non mais d'où ça sort ce truc, le monstre à 2 têtes, quoi. Tu te souviens de ça? Ah non mais c'était n'importe quoi. Ouais, une tête, mais parce qu'en fait, comme on savait pas ce qu'on faisait, on était obligé de dire ouais, on fait 2 trucs, mais on sait pas trop en fait. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous le faites le pitch, puis vous voyez la tête des gens quand vous dites montre à 2 têtes. Ce qui se passe, c'est que à un moment, vous trouvez une meilleure image, puis une meilleure image, puis une meilleure image, et puis petit à petit, votre pitch change. Et alors évidemment, vous accumulez ce qu'on appelle de la dette de pitch. C'est qu'il y a encore des articles aujourd'hui qui sont écrits où ils disent « The Family, un monstre à 2 têtes ». Mais c'est pas grave, parce que ça compte pas en fait. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de réussir à s'exercer et de s'exercer dans l'environnement le plus réel en ignorant. Et alors, il y a un coach de confiance en soi, qui est un de mes amis, qui s'appelle David Laroche, qui fait des millions de vues sur YouTube, et qui dit un truc super intéressant. Il dit
quand j'ai commencé comme coach, donc il avait 21 ans. Alors 21 ans, coach de confiance en soi, quand on a 21 ans, je trouve ça trop drôle, déjà rien que le concept, quoi. Surtout quand vous avez la gueule de Michael Vendetta, quoi. Non mais je lui dis souvent, il adore. Et et il y a un truc qui m'épatait en fait avec sa façon de faire, c'est que si vous allez sur sa page YouTube et que vous regardez les vidéos les plus vieilles, vous voyez des vidéos pourries d'un mec qui raconte n'importe quoi, qui fait 10 fautes de français par phrase et qui sait même pas parler et qui n'a pas du tout l'air d'avoir confiance en lui. Et aujourd'hui, il remplit des salles avec 1000 personnes qui crient David, David. Nous aussi, on veut vivre notre vie au top. Et, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre ce point-là et l'autre? Il s'est passé 3 ans de pratique. Et 3 ans de pratique pendant lesquels il n'a eu absolument pas honte que des gens trouvent ça nul. Parce qu'en fait, le monde est très 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 vaste. Même, regardez à la taille de son marché. La taille de son marché, je pense qu'en France, des gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est à peu près 57 millions de personnes. Donc marché plutôt liquide et en croissance. Et le mec se dit, ok, si dans la première année, j'envoie 10 000, ce qui est déjà énorme, 10 000, et que les 10 000 trouvent que je suis nul, mais que grâce à ça, je deviens meilleur, l'année d'après, je vais peut-être en concourir 1000 qui vont trouver ça bien, puis il y en aura 90 000 qui trouveront ça nul, mais c'est pas grave parce qu'il en reste encore 55 millions. Et vous voyez le raisonnement. Le raisonnement, c'est que le monde est vaste. Le monde est tellement vaste que vous pouvez toujours recommencer. Vous pouvez toujours réessayer. Et vous pouvez toujours vous confronter à la réalité. Donc ne restez pas dans votre bulle. Et apprendre à communiquer correctement son idée, clairement, en quelques mots, ça prend du temps. Là, j'ai fait un pitch de Family à Web Today il y a 3 jours. Tout le monde a adoré. Je pense que j'aurais fait le même pitch à la création de The Family à Web Today. Les gens auraient été catastrophés. Ouais, alors, on est un accélérateur avec un monstre à 2 têtes et on l'a mis sous le canapé, en fait, parce qu'on avait tellement peur. Donc, vous voyez, c'est pas... Et surtout, il faut pas... si on vous propose de le faire, vous le faites quand même si c'est catastrophique. Parce que c'est comme ça que vous avancerez. Donc, chassez ce problème. Et surtout, ne jugez jamais une start-up à ça. Quelqu'un, jeudi, m'a dit, ouais, ça a l'air vachement facile de rentrer dans The Family. Vous avez telle boîte. Parce qu'il trouvait que cette boîte était pourrie. Et alors moi, je me suis dit 2 choses dans ma tête. Première chose, toi, tu penses que c'est facile, mais tu rentreras jamais. Et deuxième chose, pense ce que tu veux de cette boîte-là. Parce qu'à la fin de l'année, les gens qui passent pour des cons sont plutôt dans ta catégorie que dans la mienne. Parce que regardez, moi, mon upside. Soit il a raison. Et de toute façon, je vais en faire d'autres boîtes bien. Donc tout le monde va oublier que j'ai un jour eu cette boîte. Soit il a tort, comme je le pense, et il va vraiment passer pour le crétin qui avait dit que cette boîte n'irait nulle part. Parce que je vous l'ai dit, c'est cette fameuse intersection entre les bonnes et les mauvaises idées. Donc quand vous jugez, d'ailleurs, 2 règles d'éthique, si vous pouviez retirer 2 règles d'éthique. Première règle d'éthique, ne jugez jamais les projets de vos condisciples entrepreneurs. Vous avez une chance incroyable, c'est d'être dans une position où vous n'avez pas besoin de le faire. Vous n'avez pas besoin de le faire. Vous n'avez pas besoin de vous mettre des gens à dos. Moi encore, je suis obligé de me mettre des gens à dos parce que comme j'ai 24 heures dans une journée et que je dois choisir avec qui je dois les passer, forcément, je dois dire des choses et forcément, je vais me tromper. Mais moi, mon rêve dans ma vie, c'est qu'il n'y ait aucune sélection à The Family. Aucune. Pourquoi il devrait y avoir une sélection? Il devrait y avoir une sélection par le faire. Tout le monde devrait pouvoir rentrer dans The Family, recevoir les 3 premiers mois de formation initiale, délivrer, et à partir de ça, on virerait 90% des gens. Ça, ce serait le système magique et idéal. Mais c'est pas possible parce qu'encore une fois, il n'y a que 24 heures dans une journée et on est 10. Alors, si on fait ça, il va falloir le faire d'une façon qui est trop industrielle pour l'instant. Mais là où je veux en venir, c'est que vous, à l'inverse, vous n'êtes pas dans cette contrainte. Donc la première règle d'éthique, c'est soyez toujours positif avec les gens. Et la deuxième règle d'éthique, dites toujours ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'à l'inverse, si vous pensez que ce qu'il fait est complètement à côté de la plaque, dites-le et expliquez pourquoi. Et si la personne maintient dans sa volonté, aidez-le. Parce que vous y gagnez. Soit c'est vous qui vous trompez et vous apprenez,
soit vous aviez raison et vous l'avez aidé à voir que vous aviez raison. Mais ça ne sert à rien de rentrer dans des débats stériles pendant des heures. Il n'y a pas d'entraînement. C'est ça, tiens, elle est là l'idée de base. Il n'y a pas d'entraînement. Le seul entraînement, c'est de rater. Il n'y a pas d'entraînement. Tous ces trucs où tu te mets dans des positions intermédiaires parce que tu ne te sens pas prêt sont des positions où en fait tu recules par rapport au saut. Et donc au lieu de... Toi, tu crois que ça te fait du bien, mais en fait, ça te fait de l'hyper mal et ça ralentit le moment où tu lances ta boîte. Il y a une seule façon de lancer une boîte, c'est de la lancer. Il y a une seule façon de présenter et d'avoir du feedback, c'est d'aller voir ses utilisateurs et de le faire. Si tu mets dans une pièce des gens qui sont dans le même stade que toi, c'est comme demander à un prépubère des conseils de sexualité. C'est la même chose. Il est biologiquement inapte. Qu'est-ce que tu veux qu'il en sache? Personne ne peut te donner ce genre de conseils tant qu'il ne l'a pas fait pendant des années. La réalité, c'est la réalité. Par définition, si tu as une salle de gens qui ne sont pas tes utilisateurs, tout ce qu'ils vont te dire dedans est à côté de la plaque. Forcément. Et ce n'est pas de leur faute. C'est juste qu'ils ne sont pas les utilisateurs. En plus, comme on les met dans une position de « mais si, tu es légitime pour donner un feedback », ils se sentent obligés en fait, de donner un feedback, même quand ils n'ont rien à dire. Dites à qui que ce soit de faire quelque chose et il le fera. Le futur n'existe pas, il n'y a que ce que vous faites au présent qui existe. Retenez-le ça. Il n'y a pas d'anticipation possible. D'ailleurs, au passage, en général, les gens qui ont des talents naturels de communication réussissent mieux les premières années de leur boîte que les autres. Si vous voulez choisir de travailler pour quelqu'un, trouvez des gens articulés dans leur tête. Parce que les gens qui ne se font pas de nœuds au cerveau, ils sont assez simples et donc ils font des boîtes simples. Si vous vous posez la question pour qui travailler. Alors, un autre point, les meilleurs entrepreneurs font de l'argent facilement. Les meilleurs entrepreneurs, l'argent n'est jamais un problème chez eux. Que ce soit en termes de revenus ou en termes de levée de fonds. Je m'explique. Quand vous démarrez votre boîte, vous n'êtes pas forcément en état de lever des fonds. Et être en état de lever des fonds et de la bonne façon et correctement, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais pendant ce temps-là, il faut vivre. Et il y a un truc d'incroyable chez les meilleurs entrepreneurs, c'est qu'ils ont une facilité déconcertante à produire des revenus d'opportunité. C'est quoi un revenu d'opportunité? C'est quelque chose qui vous permet en fait de tenir suffisamment de temps pour pouvoir voir venir. Par exemple, si vous êtes deux et que vous faites 35 ou 45 000 euros, vous gagnez 2 ans devant vous de vie à 1 000 euros par mois. Et ça change complètement votre rapport à l'argent. Il y a plein de formes. Il y a des gens, ils vont convaincre un banquier, ils obtiennent un prêt alors qu'ils n'auraient pas dû obtenir de prêt. Il y a des gens qui trouvent quelqu'un dans leur famille pour leur faire un chèque. Il y a des gens qui produisent du revenu. Il y a par exemple, je sais pas, en décembre, on était court en cash à The Family, on a organisé The Overnight. Ça a pris 3 jours d'y réfléchir et de le lancer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous comprenez que vous avez besoin d'argent, vous le produisez l'argent et vous le produisez au bon niveau. Pourquoi l'argent est souvent bloquant? Parce que les gens essaient de faire des sommes délirantes. Ils se disent ouais, cette année, il faut que je fasse 1 million d'euros de revenus. Par exemple, ils se fixent des objectifs comme ça. Ils se disent mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas encore de business model, tu n'as pas encore de produit, tu n'as pas encore de machin. C'est super dur. Ou ils se disent oui, j'ai besoin d'1 500 000 euros pour faire ma boîte. Ça, c'est un round. Avant d'être prêt à faire un round et pouvoir planifier des choses et planifier du plan, il faut déjà avoir beaucoup exécuté. Et je vois d'autres gens se prendre la tête alors que, par exemple, il y a des gens, ils rencontrent des personnes qui leur disent « Ouais, je mettrais bien 100 000 euros dans ta boîte. » Et puis, ils commencent à se mettre des nœuds dans le cerveau, etc. Alors que 100 000 euros, ça leur fait, à leur rythme actuel, 1 an. Et là, ils se disent « Ouais, si lui, il met 100 000, peut-être que je peux lever 300. » Mais non, prenez les 100, mettez-les dans votre poche. Après, vous regardez si vous pouvez prendre un peu plus ou pas. C'est pas mal, mais vous ne mettez pas des nœuds dans le cerveau. Et ce rapport facilité à l'argent, là, pour le coup, si on devait faire tous une psychanalyse collective et qu'on classait les pays par facilité, là, je pense que pour le coup, la France, vous êtes mal barré parce qu'on n'a aucune culture de l'argent dans ce pays. Y a quand même un type, moi, il y a un type qui m'a écrit en me disant « Ouais, j'ai envie de faire coup d'État, j'ai pas les moyens. »
Je lui ai dit, je te réserve ta place jusqu'au 1er septembre. Voilà le numéro d'un pote à moi qui cherche un serveur. Tu travailles jusqu'en septembre, tu mets de côté la moitié de ton salaire jusqu'en septembre et tu peux te payer coup d'État. Et le mec me dit, c'est super idée. Hein. Alors j'espère que je l'ai débloqué lui. Mais ça, typiquement, c'est un problème de rapport à l'argent. C'est de toujours croire que l'argent doit être un stock. Genre, il faut que j'accumule plein de trucs pour être sûr et pouvoir aller. Et alors souvent, il y a des commentaires du genre, oui, mais c'est parce que je ne veux pas être en situation de toujours y penser. Alors, j'ai fait un... Vous savez, parce que nous aussi, on travaille sur notre culture. J'ai voulu montrer à mes cofondateurs récemment quelle était la culture de The Family et pourquoi il ne fallait pas que ça change. Nous, on est ce qu'on appelle des opportunistes driven. Opportunist driven, ça veut dire que la seule chose qui nous fascine, c'est tous les jours regarder l'ensemble des opportunités et voir lesquelles on veut bâtir dessus. Et c'est comme ça qu'on a pris ce lieu et c'est comme ça qu'on continuera. Parce qu'on réfléchissait alors dans quel pays on ouvre après. J'ai dit on ouvrira dans le pays où les gens nous contacteront pour ouvrir. Et j'ai voulu leur montrer un truc, c'est que j'ai fait un tableau avec le solde de notre compte bancaire depuis le premier jour. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que The Family avait commencé à découvert. Je crois qu'on est la seule boîte de France à avoir commencé à découvert, avec un banquier en stress qui s'est dit. Parce que comme il y avait du temps entre la déblocation du capital qu'on avait levé et le début des dépenses, on a simplement fait les dépenses en disant mais de toute façon l'argent arrivera bien. Et je pense que beaucoup de gens se seraient bloqués. Je pense que beaucoup de gens auraient attendu la déblocation du capital pour commencer. Donc ils n'auraient pas commencé l'histoire le 3 janvier, mais ils auraient commencé l'histoire le 3 avril, qui est le moment de déblocation des fonds. On a quand même gagné 4 mois. Vous imaginez 4 mois ce que ça représente à l'échelle d'une boîte comme nous? Et tous les gens qui attendent que des choses arrivent pour passer à l'étape d'après sont perdus en fait. Parce que ça veut tout simplement dire qu'ils sont dans une planification plutôt qu'une action. Et ça descend très profondément à votre rapport à l'argent. Soit vous avez un rapport de flux en vous disant l'argent futur c'est de l'argent présent, donc ça peut être des dépenses présentes et puis vous apprenez à jongler. Soit vous êtes et à tel point que si vous regardez ce tableau, vous vous rendez compte que depuis 1 an et demi, la gestion du cash de The Family se fait au jour par jour. Véritablement, les trucs qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Et c'est hyper fin. C'est-à-dire que le moindre accident et on finissait dans les gravats. Mais sauf qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Si vous pensez qu'il y a une autre façon de faire, vous êtes dans l'illusion. Et alors, comment vous faites pour avoir ce genre de gestion-là? Tout simplement en ayant eu ce genre de gestion et en ayant raté. Parce que, vous savez, il y a quelque chose de toujours terrible en fait dans les histoires. Vous racontez une histoire pareille et vous vous plantez. Les gens se disent « c'est bien fait pour toi, tu étais un inconscient ». Et ils vous reprochent votre mauvaise gestion pendant des années. Et ouais, il y a encore des gens qui me poursuivent pour des boîtes il y a 5 ans en se disant « mauvaise gestion, je sais pas quoi ». Très bien, j'assume. Sauf qu'en m'étant planté avant, aujourd'hui, je ne me plante plus. Forcément, c'est comme jongler avec des couteaux ou cracher du feu, quoi. Quelqu'un a déjà craché du feu ici? Et apprenez tous à cracher du feu, c'est une très bonne métaphore de l'entrepreneuriat. Et c'est super drôle. Et en soirée, ça impressionne. Non, c'est vrai. Mais quand vous crachez du feu, vous vous cramez forcément. Parce que pour trouver la bonne forme de bouche, pour expulser l'alcool de la bonne façon sur la flamme à la bonne distance, ça ne s'apprend pas, ça se vit. Et la seule façon de le vivre, c'est de vous cramer. Et en plus, quand vous vous cramez, forcément, ça fait tellement mal que vous réfléchissez à 2 fois. Je vous dis pas le nombre de potes qui au lycée ont fini à l'hosto, moi. C'était le truc de fin de soirée quand les mecs étaient bourrés. C'était peut-être pas le meilleur moment d'apprendre. Mais c'est la même chose l'entrepreneuriat. Vous ne devez pas croire que le but du jeu, c'est de vous éviter des coups. Le but du jeu, c'est de devenir insensible aux coups. C'est exactement la même chose que quand vous êtes petit et que vous vous battez. Alors, je ne sais pas si vous étiez très bagarreur quand vous étiez petit, mais si vous vous êtes déjà battu quand vous étiez enfant, alors malheureusement, je suis désolé, ça concerne plus les petits garçons et les petites filles, mais d'ailleurs, les petites filles, vous devriez les faire se battre, c'est très bon pour le moral. Oui, exactement. Mais il y a un truc qu'on apprend quand on est enfant et qu'on se bat, c'est que la première bagarre, c'est forcément une bagarre que vous perdez. Personne ne gagne sa première bagarre. C'est impossible. Parce qu'en général, la première bagarre, vous ne la provoquez jamais. Vous la prenez dans la tronche.
Et vous la perdez et il y a toujours un déclic incroyable, c'est de se rendre compte qu'on prend des coups et qu'on ne meurt pas. Et c'est dans ce genre de moment que vous devenez accro au fait de se battre. Vous savez, là, il y a un manifeste là, qui est sur le mur et il y a une dernière phrase que personne ne comprend. No conflict, no interest. Mais cette phrase, elle a 3 sens. Premier sens, c'est que s'il n'y a pas de bagarre, ça ne nous intéresse pas. Si on n'a pas le sentiment à un moment de un peu, ça ne nous intéresse pas. Donc pas de conflit, pas d'intérêt. Ça veut aussi dire que s'il n'y a pas de conflit d'intérêt, ça ne nous intéresse pas. C'est subtil. Conflict of interest. Et donc c'est un deuxième message. Le troisième message, c'est qu'on aime faire des choses qui sont dures. Parce que notre intérêt repose dans le conflit et donc dans les choses où il faut dépasser et gagner. Mais ça se retrouve aussi dans votre rapport à l'argent. Vous devez apprendre à perdre de l'argent. D'une façon ou d'une autre. Vous devez perdre de l'argent et que ça ne vous fasse rien. Si vous n'arrivez pas à vous mettre dans ce genre de position, vous n'arriverez jamais à devenir entrepreneur. C'est tout bête. Il faut apprendre à perdre pour un jour gagner. Et vous savez pourquoi? Parce que contrairement à ce que vous entendez à la Failcon, je ne sais pas pourquoi j'ai un tel truc contre ça, mais contrairement à ce que vous entendez à la Failcon, rater, c'est grave. L'échec, c'est chiant. N'arrête pas de vous dire « Ah oui, c'est pas grave d'échouer », mais c'est insupportable d'échouer. Il n'y a rien de plus insupportable qu'échouer. Et d'ailleurs, c'est un super moteur dans la vie. Parce que comme c'est insupportable d'échouer, vous n'avez pas envie d'échouer à nouveau. On en arrive à des stades où, à force d'expliquer aux gens que l'échec, c'est pas grave, que les gens se complaisent dans « je n'ai jamais rien réussi ». Ah, c'est trop cool. D'ailleurs, j'ai fait ma boîte pendant 18 mois, j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai arrêté, c'est pas grave. C'est bizarre, c'est pile poil le temps des indemnités chômage. Bizarre quand même. Hein. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le but du jeu, c'est de gagner. Et que si le but du jeu, c'est de gagner, ça veut dire que des fois, on perd. Et pourquoi l'échec n'est pas grave? Parce que l'échec n'est pas grave parce qu'on peut recommencer. Ce n'est pas la célébration de l'échec qu'il faut faire. C'est le fait que les gens qui ont échoué ont le droit à une 2e, 3e, 4e, 5e, 6e chance. D'ailleurs, au passage, si vous n'aviez que 10 000 € à investir dans une start-up et que vous vouliez la méthode la plus sûre de gagner beaucoup d'argent, c'est que vous devriez interviewer tout le monde et demander aux gens combien de fois ils ont échoué dans leur vie et de mettre l'argent sur le type qui a le plus échoué. Parce que c'est le type qui a eu le moins de chance et donc probabilistiquement il peut avoir plus de chance. Comme à la roulette, quand vous perdez sur les rouges, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut doubler la mise sur les rouges. Et vous savez pourquoi la roulette est le seul jeu de casino qui soit vraiment une métaphore de l'entrepreneuriat? Parce que c'est un jeu avec une espérance négative. Il est impossible de gagner à la roulette. Pourtant, il y a plein de gens qui gagnent à la roulette. Pourquoi? Non, l'espérance est négative, même avec le 0. Non, à la roulette, c'est impossible de gagner. L'espérance est négative. Mais pourquoi il y a des gens qui gagnent? Tout simplement parce qu'ils prennent le bon risque au bon moment et qu'ils ont de la chance. Et quelle est la seule façon de gagner à la roulette? C'est de perdre. Tout simplement. Et le jour où vous gagnez, il faut vous arrêter. Sauf si vous voulez gagner beaucoup plus. Et donc perdre beaucoup plus. Apprenez à devenir calme. S'il y a quelque chose que vous devriez mettre sur votre miroir et qui est la conséquence de tout ça, c'est qu'il n'y a jamais rien de grave. Et que donc, ça ne sert à rien de vous mettre dans des états pas possibles. Alors ça, c'est la minute psychologie. Mais travailler votre mental, c'est aussi important que travailler votre physique, aussi important que travailler votre entreprise. Votre entreprise n'est juste que la conséquence de tout ça. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas fait à coup d'État, parce qu'on ne sait pas faire, on n'est pas des professionnels de ça. J'espère avoir changé votre culture, mais je ne pense pas que j'ai changé votre mental individuellement. J'espère avoir changé votre culture et de vous avoir montré la voie vers quoi vous devez atteindre. Mais à un moment donné, vous devez vous arrêter et travailler sur vous-même et travailler sur vos problèmes. Et notamment vos problèmes de mental. Et travailler des problèmes de mental, ça se fait. Et je ne sais pas pourquoi c'est un tel tabou en France, mais si vous regardez le sport de haut niveau, dans le monde entier, ils sont tous surentraînés par des coachs et des pros. Alors c'est peut-être un tabou parce que 9 coachs sur 10 en France sont des espèces de tocards insupportables. Et que comme on n'a pas une culture du coaching, les types qui finissent dans le coaching sont les plus mauvais. Mais il y a des exceptions.
Je pense que David Laroche en est une pour le coup. Je sais pas pourquoi j'ai fait de la pub lui aujourd'hui, mais pas pour vous, parce que c'est pas vraiment votre population. Lui, c'est plutôt les vrais paumés, quoi. C'est les types, ils ont plus d'espoir dans leur vie et il les aide à avoir à nouveau de l'espoir. Donc je sais pas à quoi ressemble, j'en connais pas en France. Mais peut-être qu'il faut aller chercher des mecs qui font du sport de haut niveau. Peut-être qu'il faut aller dans ces milieux-là. Mais forcément, travailler votre mental, c'est quelque chose d'aussi important que tout le reste. Et tous les jours, vous devez faire des exercices. Alors, il y a des gens, ils lisent des livres de développement personnel. Il y a des gens, ils font je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de choses à faire. Je ne sais pas quelle est la meilleure chose à faire ou pas. Moi, je me regarde beaucoup dans un miroir. mais quoi que vous fassiez, trouvez-le et trouvez la bonne méthode pour vous sentir mieux tous les jours. Parce que vous ne pourrez pas amener votre boîte très loin si vous n'êtes pas incroyablement calme face au danger et face au challenge. Et alors, ça je l'ai noté parce que c'est une phrase de Paul Graham. Formidableness. Là, on voit qu'il est british. Les Américains ne parlent pas comme ça. Formidableness can be developed. Et lui, s'il y a un endroit sur Terre où il doit voir ça, c'est à Y Combinator. Et les gens rentrent à Y Combinator en étant complètement clunky et broken. Et ils en ressortent incroyables parce qu'il y a un environnement très positif, il y a du succès, il y a de l'argent, on vous dit vous êtes formidable. Enfin, il y a plein de choses qui participent à ça. Mais quel que soit votre état aujourd'hui et votre rapport à vous-même aujourd'hui, vous avez une courbe très très claire par rapport à ce que vous pouvez devenir. Mais vous devez y croire et vous ne devez pas avoir honte d'y croire. C'est important. Savoir correctement dépenser son argent, c'est la meilleure façon de juger un entrepreneur. C'est de voir comment et dans quoi il met son argent. Et donc de voir qu'est-ce qu'il achète alors qu'il n'en a pas les moyens. Et j'insiste beaucoup là-dessus. L'une des grandes caricatures, et il y a des entrepreneurs qui l'ont représenté pendant très longtemps, c'est que pour réussir, il faut forcément être hyper radin. Et je pense que la propension de radin qui réussit, c'est quand même plus forte que l'autre. C'est assez logique. Ils ont un avantage comparatif. Mais en fait, c'est mécomprendre que tous les radins réussissent toujours dans les mêmes secteurs. Le low cost, l'optimisation, etc. Et c'est oublier tous les gens qui ne sont pas radins et qui réussissent dans d'autres. Vous avez besoin d'établir une culture de la dépense qui est en accord avec votre objectif de long terme et de ce que vous voulez faire. Et vous devez apprendre à dépenser intelligemment. Alors, dépenser intelligemment, ça peut vouloir dire plein de choses et ça peut vouloir dire certains gaspillages. Par exemple, vous savez quelle est la chose la plus chère dans The Family? Les dîners du jeudi soir. C'est de très loin, si vous regardez en volume, si vous regardez les comptes de The Family, ce qui est dépensé en nourriture est plus que ce qui est dépensé en salaire, qui est pratiquement équivalent à ce qui est dépensé en loyer. Vous imaginez? Si quelqu'un vient de l'extérieur et regarde ça, il se dit ces types sont complètement dingues, ils sont dans du gaspillage. Sauf que tous les gens qui sont venus à un dîner du jeudi, ils savent ce que c'est The Family. Et ils savent quel est notre état d'esprit, ils savent quelle est notre culture, et ça n'a pas de prix. Parce que la meilleure façon d'incarner le care, c'est de manger quelque chose ensemble. La meilleure façon d'établir du lien avec quelqu'un, c'est de manger quelque chose ensemble. Et mine de rien, on met quand même des animaux morts sur la table. Alors même si vous êtes comme moi et vous pensez que ça pousse sur les arbres, il y a quand même un acte. C'est quand même un acte de survie qu'on fait ensemble. C'est pas, en termes de symbolique, c'est pas anodin. Tout à l'heure, tu m'as parlé de la niche, etc. Expliquons-nous vachement bien sur ce qu'est une niche. Il y a deux types de niches. Il y a la niche du chien, qui est la première façon de se représenter ce qu'est une niche, c'est de se dire une baraque mal foutue dans laquelle on met un kleps parce que c'est pas prêt. Ça, c'est la mauvaise niche. Et si vous vous représentez, c'est pour ça que le mot niche, il est terrible pour ça, parce que ça renvoie à cette image du clébard qui va dormir dans un truc mal foutu et humide. Mais une vraie niche, c'est quoi? C'est plutôt un cocon. C'est plutôt un petit endroit où il y a un tout petit groupe de gens qui se sentent être les rois du monde. Vous avez là la différence entre les bons MVP et les mauvais MVP. Un mauvais MVP, c'est un MVP qui voit surtout le minimal. Il n'y a rien qui marche et le type n'arrête pas de te dire « oui, mais c'est mon MVP ». C'est mon minimum
Viable Product. Puis un bon MVP, c'est quoi? C'est un MVP où c'est le V qui est majuscule. C'est minimum, mais c'est vachement viable. Et donc, si vous voulez juste retenir une règle, faites quelque chose qu'un tout petit nombre de gens sont prêts à mourir pour. Ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours par un tout petit nombre d'utilisateurs qui sont prêts à se damner pour ce que vous faites. Et c'est ça une vraie niche. Or, comment vous définissez toujours les niches? Vous les définissez comme des petits segments ou des petites choses insignifiantes en vous disant ça va être facile à atteindre. Mais c'est dur de fabriquer une niche. Parce que fabriquer un truc moyen qu'un nombre moyen de personnes vont adopter, c'est une question d'argent. C'est tout. Il suffit juste de contacter suffisamment de gens en volume pour qu'un nombre certain d'entre eux l'achètent. Mais ça, c'est la pire façon de faire. Ce que vous devez faire, c'est vous mettre en position où un tout petit groupe de gens est prêt à mourir pour ça. Et d'ailleurs, au passage, l'une des bonnes nouvelles dans la startup, c'est que quand votre nombre d'utilisateurs croît, l'usage quotidien des gens décroît un peu. Je vais prendre un exemple. Les 100 premiers utilisateurs de Toc 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 utilisaient Toc 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 tous les jours. Vous voyez ce que ça veut dire? Ils étaient que 100, mais les mecs, ils étaient addicts. Tu appuies sur un bouton, tu choisis le produit que tu veux, tu appuies sur un autre bouton et ça t'est livré en moins de 30 minutes. Mais sauf que ce petit groupe de gens était complètement dingue de ce qu'ils faisaient. Donc après, c'est plus qu'une histoire de croissance. Donc faites quelque chose qu'un petit nombre de gens adorent. C'est très différent de faire quelque chose qu'un grand nombre de gens trouvent sympa. Sympa, ça ne suffit pas. Tout mouvement de start-up commence par une petite folie, par un petit grain, par un petit il se passe quelque chose. Quand tu augmentes, tu sors des espèces de cinglés du début. Enfin, pour utiliser Toc 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 tous les jours, il faut quand même, avoir du pognon à balancer par la fenêtre. Parce que rien qu'en frais de livraison, ça fait 400 € par mois quand même. Deux, il faut quand même avoir besoin de te faire livrer plein de trucs tout le temps. Faut pas exagérer non plus. Etc., etc. Donc ça veut dire plein de choses sur toi en fait. Donc forcément, ce groupe est forcément limité en nombre. Tu peux pas dire le succès de Toc Toc Toc, c'est que tout le monde utilise Toc 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 toutes les heures. Ça n'a pas de sens. Si tout habitant sur Terre utilise Toc 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 2 fois par mois, c'est un business géant. Mais la seule façon pour arriver de début à ça, c'est de commencer par un groupe de gens qui l'utilisent bien plus. Parce que quand ça va croître en nombre, ça va décroître en usage. Tu sais, c'est le fameux mainstream, quoi. D'ailleurs, je voulais un bon exemple pour vous représenter ça. Regardez comment tous les groupes de musique démarrent. Tous les groupes de musique démarrent avec un tout petit groupe de gens qui n'écoutent plus que le musicien en question, qui vont à tous ses concerts et qui l'écoutent des heures et des heures par jour. Puis quand des années plus tard, il se produit au Stade de France, c'est des gens qui y vont parce que c'est sympa et ils l'écoutent une fois. Mais ce n'est pas les hardcore fans qui l'écoutent tout le temps. Ça commence forcément par un petit groupe de hardcore fans. Vous voyez à quoi doit ressembler la courbe? L'autre point que vous devez retenir dans votre checklist, vous devez être obsédé par la croissance et vous ne devez penser tous les jours qu'à votre croissance et ne surtout rien chercher et vous méfier de toutes les façons non naturelles de créer cette croissance. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a donné une image cette semaine que j'ai trouvée géniale. Il m'a dit que j'avais très peu de respect pour les tricheurs et que, en fait, à The Family, on essaie de développer un entrepreneuriat noble où les gens réussissent parce qu'ils le méritent et non pas parce qu'ils trichent leur croissance avec de la presse ou des lancements ou des machins. Méfiez-vous vachement de tout ça. Les bons entrepreneurs, ils croient très très naturellement et ils sont loin de tout ça. D'ailleurs, vous voulez un petit... Moi, j'ai plein de petits tests mentaux pour chercher des indices. Mon boulot, c'est un boulot de Sherlock Holmes où en permanence, je regarde comment les gens se comportent et je cherche des indices et je leur mets plus 10, moins 10. Je vais vous donner une astuce. Ne soyez jamais content devant moi d'un article de presse sur vous. Jamais. La vérité, c'est qu'un article de presse, c'est toujours mal écrit et vous devez vous sentir mal qu'on parle aussi connement de votre boîte.
Qui c'est qui est incroyablement fasciné qui c'est qui est infiniment fasciné par les articles de presse? C'est les gens pour qui la reconnaissance extérieure est plus importante que la sincérité de ce qu'ils font. Et donc, c'est un indice qu'ils sont déjà perdus. Parce que franchement, quand vous voyez l'article moyen qui est écrit sur nous, il faut vachement s'accrocher pour comprendre ce qu'on fait ici. Hein. Alors, prenons le cas de French Web extraordinaire, pire torchon de l'histoire de l'humanité. French Web titre The Family lève des fonds pour renforcer coup d'État. Non mais, les types sont perdus en fait. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Là, c'est même plus le niveau 0 du journalisme. On est à -100. Et d'ailleurs, les seuls articles de presse dont vous devriez être content sont les articles de presse qui reflètent vachement ce que vous êtes. Ça prend des années. Nous, on a eu notre premier dans TechCrunch par Romain Dillet sur notre levée de fonds, qui était exactement notre ambition, exactement pourquoi, qui était du fact-checking, à tel point que les gens ont cru... Il y a même Hugo qui m'a fait cette blague très drôle, il m'a dit « Mais tu t'es mis derrière son ordi pour l'écrire, l'article ?» En lui disant « Ah non, non, là, ça va pas, il faut changer cette phrase. » Mais même pas. Il a simplement fait son travail d'aller parler à des gens, etc. Mais ça, nous, il a fallu attendre 2 ans pour qu'on ait un article dont on soit fier. Vous ne vous contentez pas de ce genre de choses. Ce n'est pas de la reconnaissance. La vraie reconnaissance, c'est quand vous avez des beaux portraits comme ça, vachement bien foutus. Là, vous pouvez être content. Et à l'inverse, apprenez à célébrer toutes les choses. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à l'inverse, moi j'adore, par exemple, j'ai des boîtes chez moi qui célèbrent l'arrivée des nouveaux employés. Alors c'est assez dur quand vous commencez à être plus de 10, parce que sinon vous faites toutes les 3 semaines une fête. Mais sur les 4 premiers, c'est assez sympa comme truc. Parce que comme vous embauchez quelqu'un tous les 3 mois ou 4 mois... Mais ça, moi, je trouve que c'est des célébrations incroyables. Quelqu'un qui rejoint une boîte, c'est quelque chose à célébrer. C'est-à-dire que les gens ont compris qu'ils venaient de rajouter une brique dans leur mur. Donc ça, c'est positif. Le journaliste du coin qui écrit sur vous, ça ne devrait même pas vous toucher, en fait. Il y a une attitude que vous devez prendre. C'est les Américains, ils disent « whatever it takes ». Attitude. Alors là, ça, c'est la frontière la plus terrible et la plus dure à passer. Soit vous êtes de ce genre-là, où vous êtes du genre, quoi que j'ai besoin de faire, je le ferai et je suis prêt à tout. Alors, il faut faire vachement attention avec ça, parce qu'il y a une limite morale à ça. Vous devez avoir une ligne de conduite qui est le « whatever it takes » et que vous arrivez à vous... Et elle est souvent floue, la ligne morale. Vous n'imaginez pas quand vous commencez à avoir ce genre d'attitude comme ça peut être très simple de sombrer en fait. Mais il y a un autre type de whatever it takes qui est le whatever it takes, quoi que je dois faire. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez HomeJoy, c'est l'une des boîtes qui me fascine le plus en ce moment. HomeJoy, c'est vous appuyez sur un bouton, il y a une femme de ménage qui vient chez vous. Et c'est une société qui me fascine parce qu'elle a été fondée par une femme incroyable qui a été faire le ménage chez les gens pendant des mois parce qu'elle n'arrivait pas à convaincre des femmes de ménage de travailler pour elle. Et ça, je peux vous dire qu'il y a peu de gens qui font ça. Il y a très peu de gens, il y a très peu de fondateurs qui sont... Je m'énerve très très rarement, mais cette semaine, il y a un type qui est venu m'expliquer qu'il n'avait pas pu atteindre les résultats de sa semaine parce que son livreur était malade et ça a créé des problèmes de livraison. Et je suis devenu dingue en lui disant « Mais pourquoi tu n'as pas pris ton scooter et tu n'as pas été livrer les gens ?» Il m'a dit « Non, mais j'étais focus sur d'autres choses. » Et tout. Je dis « Mais à ce stade-là, on ne peut plus rien pour vous. On peut vous donner tous les conseils du monde, on peut vous donner toutes les attitudes. C'est comme les gens qui ont un bug sur leur site, qu'ils le découvrent et qui sont prêts à attendre le lendemain pour le corriger. Ça, vous avez un bug, quoi que vous fassiez, vous vous y mettez, tant pis pour votre vie sociale. J'ai rencontré les fondateurs d'Instagram qui avaient un truc génial à San Francisco. Ils faisaient des cocktail parties, ils sont à fond dans les cocktails. Et c'est des mixologues incroyables, ils ont inventé leurs cocktails, ils sont hyper geeks dans les cocktails. Et tous les vendredis soirs, ils faisaient une fête chez eux où ils faisaient des cocktails. Et il y avait une caractéristique avec ces mecs-là, c'est qu'ils se baladaient partout avec un MacBook Air connecté en 3G. Et vous les voyez très souvent partir et ouvrir leur truc et corriger un bug en plein milieu des fêtes à moitié ivre.
Mais c'était des trucs insignifiants. C'était genre, il y avait une alerte parce qu'il y avait un mec random qui avait posté une photo. On parle de gens qui avaient des millions d'utilisateurs et des employés, etc. Sauf que quand tu disais au mec, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, bah, il n'y a personne au bureau à cette heure-ci. Vous voyez le mental. C'est bon, bah, il n'y a personne au bureau, je suis le fondateur, c'est moi qui m'y mets. Et ça, c'est très important. Et ça s'incarne depuis très, très longtemps dans l'histoire du leadership. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, il y a un pattern historique qui m'a marqué. Tous les grands chefs de guerre sont des grands soldats. Tous les grands chefs de guerre de l'histoire dont vous connaissez le nom sont des mecs qui étaient en première ligne. Alexandre le Grand était en première ligne. Il n'était pas dans sa tente de commandement. Napoléon, il prenait les ponts avec ses soldats. La prise de pont, c'est la chose la plus compliquée à faire. Et c'est à ça qu'on reconnaît les grands soldats. Et c'est la même chose, c'est à ça qu'on reconnaît les grands entrepreneurs. L'attitude du « ce n'est pas mon travail, ce n'est pas pour moi », c'est une attitude à se jeter par la fenêtre. Vous devez apprendre à prioriser correctement. Vous devez apprendre à prioriser correctement. Et l'une des choses les plus dures à apprendre à faire, c'est apprendre à savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est très, très dur de savoir faire la différence. Et il y a une seule façon d'apprendre ça, encore une fois, c'est de se tromper dans ses priorités. Donc je vous recommande une petite institution très simple. C'est toutes les semaines, vous reprenez votre agenda de la semaine, vous regardez tous les rendez-vous que vous avez fait, tout ce que vous avez fait. Et je vous donne un conseil d'ailleurs. Au début, marquez dans votre agenda tout ce que vous avez fait, même quand ce n'est pas des rendez-vous. Vous avez lu vos emails pendant des heures, mettez 2 heures d'email. Et le dimanche, vous regardez cette semaine et vous vous dites à quel moment j'ai perdu du temps, à quel moment j'ai apporté de la valeur. Et petit à petit, vous allez apprendre à prioriser les choses. Et c'est terrible. Moi, en ce moment, je suis hyper énervé à chaque fois que je fais cet exercice le dimanche. Je perds un temps de malade dans la semaine. Comment ? Sur Facebook. Non, ça m'apporte beaucoup de valeur. La preuve, tu me connais. Mais c'est très, très dur, en fait, d'apprendre à gérer correctement son temps. Et il y a des moments de crise. En ce moment, par exemple, nous, on est collectivement dans un moment de crise. Je me suis rendu compte que on a pris une journée ensemble avec Alice il y a une semaine, parce qu'on s'est rendu compte que ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas été plus de 5 minutes dans la même pièce. Une équipe fondatrice qui ne passe pas de temps ensemble, c'est pire qu'un couple. C'est-à-dire que les bateaux partent à la dérive et en fait, vous êtes plusieurs entités indépendantes dans la boîte. Donc vous devez vous forcer à ramener ça. Et c'est très dur. Parce que si vous croyez qu'on ne s'est pas mis dans une même pièce parce qu'on n'a pas envie de se parler, c'est pas ça. C'est juste que la quantité de mouvement et de travail est telle qu'on est complètement submergé par la vague. Donc il faut absolument, à des moments clés, vous réorganiser et vous réorganiser et vous réorganiser. Les process, et parlons 2 minutes des process, les process ne comptent pas. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'ils sont là pour résoudre. Et ça veut dire que le problème, lui, est toujours le même. Prenons un exemple. Que tout le monde sache dans une entreprise ce que les gens ont besoin de faire est quelque chose d'important. Quel est le premier process à mettre en place? Vous pouvez mettre en place un stand-up meeting. C'est-à-dire les 3 cofondateurs se trouvent le matin, 10 minutes, et racontent ce qu'ils vont faire dans la journée, vont se donner du feedback sur la veille, et ils vont partir travailler. Si vous faites ça à 3, ça marche. Si vous faites ça à 400, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le bon process pour résoudre ce problème à 400. Donc réfléchissez-y. Aucune institution de votre entreprise, comme les weekly meetings, les stand-up, les machins, ne peuvent être des choses pour toujours. Ce que vous devez être obsédé, c'est par quel problème vous essayez de résoudre et comment réussir à le résoudre de façon permanente. Le problème que vous essayez de résoudre avec le stand-up meeting, c'est un problème de communication. Il ne prend pas la même forme à 3, à 10, à 20, à 100 et à 1000. Mais le problème, lui, reste toujours le même. Vous voyez le bon shift? Et ben ça, c'est quelque chose que vous devez faire très souvent pour la qualité et la vie de votre boîte. Et alors, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que tous les bons fondateurs, même ceux où vous entendez des histoires d'horreur sur eux, sont des mecs sympas. Et ça, c'est l'une des caractéristiques les plus étranges de l'entrepreneuriat. C'est que à court terme, vous pouvez être une horreur. Même, vous savez, on entend plein d'histoires sur Steve Jobs, d'horreur, de machin, et le mec est ignoble, blablabla.
mais tous les amis de Steve Jobs et tous les proches de Steve Jobs vous disent que c'est la personne la plus extraordinaire du monde. Et qu'elle est hyper sympa. Sympa, ça ne veut pas dire que vous devez accorder votre sympathie à des inconnus qui essaient de profiter de vous. Sympa, ça ne veut pas forcément dire être hyper méditerranéen. Il y a la version sympa de méditerranéen. Mais ça, c'est pas vrai sympa. Enfin, il y a des méditerranéens qui sont des vrais sympas. Mais sympa, ça veut vraiment dire avoir à cœur les autres et ce que vous faites sur le très, très, très long terme. Que chaque personne autour de vous, que ce soit le cas ou que ce ne soit pas le cas, vous vous le dites, elle est là avec moi pour les 100 prochaines années. Si vous vous dites ça, vous serez accessible, vous ne tomberez pas dans des problèmes d'ego, le succès ne vous fera pas tourner la tête et vous arriverez à passer tous les challenges avec force. Et quand vous vous ferez trahir, ne punissez jamais les autres. La pire attitude, c'est de devenir méfiant sous prétexte que des gens ont profité de vous. Les gens qui ont profité de vous, tant pis pour eux, ils ne pourront pas profiter plus longtemps. Vous devez vous le prendre comme ça. Il y a, je ne sais plus qui a dit, c'est Spinoza, je crois, qui a dit le regret, c'est le fait d'être puni 2 fois. Oui, le regret, c'est le fait d'être puni 2 fois. C'est-à-dire que tu es puni pour ce que tu as fait de mal, puis comme tu le regrettes, tu es puni une 2e fois. Apprenez à ne pas avoir de regrets. Vous faites des erreurs, c'est pas grave, avancez. Vous faites le bien, avancez. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, développez très très peu de nostalgie. Il n'y a rien de pire que les boîtes qui développent une nostalgie excessive. La première chose que Steve Jobs a fait en arrivant chez Apple, c'est de prendre tous les ordinateurs et de les filer à un musée. Parce qu'à tous les étages, il y avait des trucs qui célébraient la gloire de Apple, etc. Avoir cette attitude qui est toujours tournée vers l'avant et jamais pour ce que vous avez fait, et surtout ce que vous avez fait, c'est une super attitude. Et vous verrez, ça donne des trucs incroyables, du genre, moi je suis toujours, les gens qui me demandent alors c'est quoi les trucs les plus incroyables que vous avez fait à The Family, j'en ai aucun souvenir. Ça peut paraître triste, ça peut paraître machin, mais cette absence totale de nostalgie, c'est ce qui fait que vous êtes toujours obsédé par le présent en vue d'avoir un meilleur futur. Merci beaucoup. Ciao.